L'organisation caritative m'avait averti. Vous en aurez bien pour 3 ou 4 jours de voyage. Ça me semblait exagéré. Ces petites motos pouvaient quand même pousser à 80 ou 100 km/h. En partant ce matin-là de Haijiang en direction de Yanmin, j'avais imaginé pouvoir atteindre la frontière chinoise en une journée. Et puis il y avait eu ce temps tournant à l'humide. Les nuages s'étaient mis à donner l'assaut à la montagne, et on n'y voyait plus à 100 mètres. Le paysage s'enveloppait maintenant d'un coton suintant. Les routes devenaient luisantes et noires. Collé derrière les camions, je peinais à rouler à plus de 20 à l'heure, prenant leur feu anti-brouillard comme autant de fanaux marins m'indiquant l'entrée du port. Sacré Bernard, je l'avais pourtant prévenu. Les voyages, c'est pas dans ta nature. Toi, tu as plutôt fait pour une vie pépère avec une petite femme et des gosses. Il avait rigolé. J'arrivais maintenant sur le plateau de Quanba. Quanba. Ça me rappelait vaguement quelque chose. Genre un vieux film en noir et blanc des années 60 sur la guerre d'Indochine. Quanba. D'abord, ça claque comme un mauvais présage. Oui, c'était ça. On va se replier sur Quanba. Se replier sur Quanba. Les pauvres types. À 16 000 km par bateau de la maison. Ce pays est dur. Ces gens sont durs. Les Vietnamiens sont les Allemands de l'Asie, disaient les premiers administrateurs des colonies. Des guerriers, oui. Et ils ont fini par le prouver. Peu après, je me suis arrêté pour voir un pont de style chinois qui menait vers un temple. Et cet idiot de Bernard qui s'était fait bouddhiste. Quelle drôle d'idée. Ça ne l'avait pas amené bien loin. Le brouillard était vraiment trop dense. Après une longue descente vers un bourg, j'ai finalement passé la nuit dans la guest house d'un guide touristique. Au petit matin, les filles de l'équipe ont voulu me saluer. J'étais le seul client, et elles m'aimaient bien. À la sortie du village, il y avait une petite route qui descendait vers la vallée. Je vais couper au travers, ai-je pensé. J'aurais mieux fait de pas penser. Ça roulait tout seul, et la route était en train de sécher. L'air devenait plus limpide, on voyait les montagnes alentour, et les villageois ramenaient de longs bambous, sans doute les décors d'une fête locale. Ici, tout le monde travaille sans distinction d'âge ou de sexe. Hommes, femmes, enfants. Ici, on lutte chaque jour pour sa survie et celle du village. Mais on sait aussi faire la fête. Il me salue, je les salue. C'est simple et convivial. Et je me suis mis à penser aux fêtes d'autrefois et aux vacances dans le sud. Bernard avait un don pour se faire des amis. Dans les campings en été, il lui suffisait d'en faire le tour pendant une demi-heure pour se faire connaître de tout le monde. Le lendemain, on était invités partout. « Hé, venez, approchez, c'est l'heure du pastis !» Le pastis. J'ai jamais vraiment aimé ça. Bernard, oui. C'était son côté fils de paysan. Au bout de la route, il y avait un pont en bois avec des lattes manquantes. J'ai un peu hésité, puis je me suis lancé. La moto a fait quelques sursauts, puis elle s'est stabilisée, comme si elle savait quoi faire pour franchir l'obstacle. Arrivé de l'autre côté, m'est revenu alors en mémoire un vieux film expressionniste allemand, avec un carton où il était écrit « Et lorsqu'il eut passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. » J'ai eu un frisson, et j'ai pensé « Oui, c'est vrai, les fantômes ont passé le pont. Mais cette fois, c'est dans l'autre sens. » Some people stand and deliver, and some people hide in the holes, and some get burned when they cross that line, but they don't let go. And some people stand in the middle, and some just stand in their way, and some get burned when they cross that line and forget.
J'étais perdu. Roulant en direction de la montagne, j'étais comme avalé par elle, irrésistiblement attiré. Les paysages devenaient de plus en plus sauvages, de plus en plus grandioses. Et plus je m'énervais de cette désorientation, plus je m'enfonçais dans l'inconnu. Je pris le parti de rester sur ce chemin qui forcément devait aboutir quelque part. Bernard, c'était comme mon frère. On s'était connus à la communale et suivis jusqu'au bac. On avait fumé en cachette nos premières cigarettes, on s'était piqué des amourettes. On avait passé ensemble nos premières vacances d'adolescents. Et puis un jour, nos chemins ont divergé. J'étais monté à Paris, elle était restée en province. Un matin, j'ai reçu un message. « Hanoï, tu connais ?» Je ne connaissais pas, et je n'avais pas l'intention de les rejoindre. Jusqu'au soir où sa mère m'appela. J'étais sur l'arête d'un col, à peu de distance des sommets, lorsque j'aperçus des femmes grimpant sur un chemin qui s'élevait plus haut encore. Comment était-ce possible? Et jusqu'où allaient-elles? La curiosité fut la plus forte, et je les suivis. Leurs robes dansaient de droite et de gauche en un mouvement coordonné, donnant à chacun de leurs pas une détermination et un allant impressionnant. Elles devaient avoir un courage physique immense à monter et descendre ainsi ces montagnes par n'importe quel temps, tout le long de l'année. Bientôt je le dépassais. Le chemin était long et les pentes vertigineuses. Enfin, j'arrivais dans une combe aride, où un hameau de quelques habitations se trouvait niché. Des Mongs, les fameux habitants des nuages. Je m'arrêtais au centre du village, rempli de respect, avec le sentiment d'avoir profané un secret bien gardé. Un homme m'invita aussitôt à entrer dans sa maison. Je le suivis. Là traitait à même le sol. Une table et quelques chaises composaient l'ameublement. On m'offrit du thé, de l'alcool, du réconfort, de l'amour et une montagne de curiosités pour l'occidental égaré que j'étais. Au dehors, un petit jouait seul, avec les réserves d'eau. Nos regards se croisèrent, et je saisis l'immense chance que j'avais eue, moi, un gosse de la campagne, d'avoir pu faire des études, de travailler dans une grande ville, et de voyager autour du monde si je le voulais. Je compris pourquoi Bernard était venu. Nous partageâmes un repas à base de maïs, le riz étant inconnu à cette altitude. Soupe de maïs, purée de maïs, pain de maïs, alcool de maïs. La route du retour de nuit étant trop dangereuse, ils m'invitèrent à dormir chez eux. J'acceptais. Lorsque je repartis le lendemain, je n'étais pas très certain de savoir où j'étais. Mais je savais qui j'étais. Et j'avais compris qui était ce peuple secret, qui vivait loin des hommes par peur de la violence qui leur avait été infligée autrefois, et qui s'infligeait en retour une violence faite de privation et de fatigue sans fin. Bonheur de retrouver le bornage kilométrique, les camions polluants, les troupeaux d'animaux de ferme qu'on déplace vers d'autres pâtures. Une route, c'est rassurant. C'est un fil dans l'espace-temps. C'est un lien vers les autres, et c'est bordé de chaque côté. J'admirais ces jeunes filles Hmong qui travaillaient comme des hommes à réparer les routes et construire les maisons. J'observais ces files de femmes et d'enfants, courbés sous les charges, montant ou descendant le long des pentes,
préférant souvent les bords de la route pour un trajet plus long, mais ô combien plus praticable. Les enfants. C'était ce qui me faisait le plus mal. À peine debout et déjà à transporter le fourrage pour le bétail, pour l'amour du papa et de la maman. Que pouvait-il espérer sans éducation, sinon une vie entière de dur labeur? Je surprenais parfois des regards d'envie dirigés vers ma machine, que les jeunes gens examinaient d'un œil de connaisseur et dont ils soupesaient la somme d'efforts et de sueur qu'elle pourrait leur faire économiser. Dans cet environnement, la technologie est une libération, et ce n'est pas un vain mot. Bernard aimait ce pays, lui, le campagnard. Dans sa chambre à Hanoï, les murs étaient couverts de ces objets que des siècles de travail de la terre ont fini par inventer. Et il y avait la photo d'une femme, sa nouvelle compagne, une infirmière américaine qui travaillait aussi pour une ONG. Sur la route, passant devant un mariage en préparation, je m'arrêtais. Les hommes construisaient l'immense tente qui devait accueillir un village entier. On s'affairait à sacrifier et préparer les animaux. Les hommes de l'ethnie Hmong portaient le couvre-chef le plus improbable à cette latitude. Un béret. Legs d'un autre temps, lorsque la France avait envoyé là ses meilleures troupes de montagne, c'est-à-dire des Basques et des chasseurs alpins, pour défendre les frontières contre les incursions chinoises. Un peu plus loin, un vieux fort français abandonné laissait deviner ce qu'avait dû être autrefois la vie de militaire sur ces sommets, à attendre, parfois vainement, ces fameux pavillons noirs, ces bandes armées venant de l'autre côté de la montagne. Un désert des Tartares indochinois. À Longkou, les Vietnamiens avaient planté un immense drapeau, venant face à la Chine. « Alors, vous aussi vous venez voir le point ultime de l'Occident ?» m'avait lancé avec humour un jeune Vietnamien sur sa Kawasaki flambant neuve. Non, je n'étais pas venu pour ça. Lorsque je reçus le coup de fil en pleine nuit, la mère de Bernard était en sanglots. Il est mort, annonça-t-elle. Typhoïde. L'ONG pour laquelle il travaillait me confirma la nouvelle. Le lendemain, je partais pour assister à la crémation. On me confia ses cendres, mais les compagnies aériennes n'acceptaient pas de les transporter. Nos restes appartiennent à ceux qui nous ont aimés, ai-je pensé. Il était temps pour moi d'accomplir la mission que je m'étais assignée. La route vers le village était maintenant devant moi. De chaque côté, je trouvais de petits champs de maïs et de chanvre que les Hmong utilisaient pour tisser leurs vêtements, quelques plants de légumes et des bambous pour la construction. Les premières habitations se montrèrent. Je me garai au centre du village, pris l'urne funéraire placée sous le siège et me dirigeai vers un bâtiment. L'infirmerie était grande ouverte. Soldat de la vie sur le front de la maladie et de la mort, Sarah attendait elle aussi l'ennemi qui viendrait du dehors. Elle se tenait devant un bureau. En se retournant, elle vit l'urne et son regard s'emplit d'une immense tristesse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'eus l'irrépressible envie de la connaître et de l'aimer.